Monsieur l'académicien, mesdames et messieurs les professeurs, chefs d'établissement, chers élèves, je suis heureux comme recteur de l'Académie de Paris de vous accueillir dans ce lieu si important. Sans doute que pour beaucoup d'entre vous, les élèves, c'est probablement la première fois que vous rentrez dans cet amphithéâtre qui est peu ouvert et peut-être même la première fois que vous entrez dans la Sorbonne. Tout à l'heure, après votre conférence, n'hésitez pas à prendre un tout petit peu de temps, au moins pour regarder cette très belle cour d'honneur avec la chapelle dont le projet de restauration a été lancé. Pour vous, les élèves, vous êtes ici dans le petit amphithéâtre qui est réservé aux soutenances de thèse. Vous savez qu'à l'université, il y a plusieurs grades. Alors il y en a un pour beaucoup d'entre vous que vous allez avoir un délai assez bref, c'est le baccalauréat. Le baccalauréat est un diplôme officiellement de l'université, c'est ce qui vous permet d'ailleurs de vous inscrire à l'université. Le deuxième grade, c'est la licence. Alors il faudrait rajouter aujourd'hui le master. Et puis après, vous avez le doctorat. Et vous avez une fresque, un tableau qui représente un jeune doctorant, on ne disait pas ce mot à l'époque, peu importe, un candidat au doctorat penché sur sa thèse et qui s'apprête à soutenir, et apparemment qu'il y a quelques angoisses, semble-t-il, qui se lisent dans son regard. Et le doctorant est installé ici, le jury est ici. Voilà. Je me permets de faire un tout petit vœu, c'est que parmi vous, un jour, il y en ait quelques-uns qui soient ici pour soutenir leur thèse de doctorat dans des domaines extrêmement divers. Soyez ambitieux pour vous-même. En étant ambitieux pour vous, vous le serez pour les autres. Le talent que vous ferez croître, germer en vous, il sera au bénéfice de tous ceux qui vous entourent. Et c'est là la différence entre l'égoïsme et l'altruisme. Mais soyez ambitieux pour vous, pour l'être, pour votre pays, à travers votre pays, le reste de l'humanité. Monsieur l'académicien, donc bienvenue vraiment. C'est une manière aussi de souligner le partenariat désormais très fort, très institutionnel entre l'Institut de France et puis notre académie. Je pense que vous aurez l'occasion de parler de votre académie, l'une des 5 académies, l'Académie des Beaux-Arts. Hier, je recevais le dernier élu à l'Académie française. Alors, en principe, vous autres, les élèves de l'Académie française, vous en avez entendu parler, mais soyez un peu curieux. Il y a 5 académies et n'hésitez pas, puisque je crois qu'on peut visiter le palais de l'Institut tous les samedis. Renseignez-vous, c'est un très beau lieu, avec un lien entre celui qui a refondé la Sorbonne, dont vous avez le portrait derrière moi, qui est le cardinal de Richelieu, qui repose dans son tombeau qui est dans la chapelle qu'il a fait construire, et qui est le créateur de l'Académie française dans le même mouvement. Il y a un lien d'ailleurs assez fort finalement entre la Sorbonne et l'Institut. Vous-même, vous avez eu une carrière, monsieur, très riche d'architecte et d'urbaniste, puisque vous avez été second Grand Prix de Rome en 1967. Peut-être que vous expliquerez. Voilà, j'allais vous poser la question. Oui, il me semblait que ça correspondait à peu près à cela. Architecte en chef de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée pendant près de 15 ans. Et c'est aussi l'occasion de se repencher sur cette grande histoire des villes nouvelles de cette époque. On peut penser ce que l'on veut de ce qui a été l'évolution de ces villes nouvelles partout en France, mais il faut dire et rappeler que ces villes nouvelles ont permis d'éliminer des bidonvilles, des quartiers totalement disparates autour de Paris, dans les grandes métropoles, et que ce fut un bien réel. Après, on peut discuter comment ils ont évolué, mais on ne peut pas rendre responsable leur évolution ceux qui les ont créés. C'est une différence notable. Architecte de la mission française d'études chargé du schéma directeur du Grand Buenos Aires,
ce qui est quelque chose de monumental. Et puis des réalisations vraiment emblématiques. Alors parmi celles-là, j'en citerai deux. L'une que vous pouvez voir, vous autres, les élèves de l'hôpital européen Georges Pompidou en 2000, et puis l'une que j'ai un peu connue comme recteur d'Aix-Marseille et de la région Provence-Côte d'Azur, c'est l'hôpital interarmé de Toulon, ville que je crois assez bien connaître. Des ponts, et puis bien sûr le Stade de France, je vous en parlerai, si emblématique, et d'autres stades à travers quantité d'autres pays, mais le Stade de France représente quand même pour nous beaucoup de choses, et en particulier avec les Jeux Olympiques récents. Vous avez été élu en 2008 à cette académie et vous avez, je pense, je ne vais pas déflorer, piloté la création de ce beau stade inauguré par le président Chirac. Récemment, on a souligné le mérite exceptionnel d'avoir reconstruit l'intérieur, puisque ce n'est pas terminé, l'intérieur de Notre-Dame de Paris en 5 ans, mais vous avez fait en 4 ans le Stade de France. C'est quelque chose d'éblouissant quand on pense au temps qu'il fallait, non pas dans les siècles reculés, mais encore dans les années 1960. C'est tout à fait exceptionnel. Et vous allez aujourd'hui, dans les académiciens en Sorbonne, parler de beaucoup de choses, en particulier de l'évolution des connaissances, comment nous autres professeurs, nous pouvons nous en emparer. Et à la suite de tout cela, n'hésitez pas, vous autres les élèves, à poser des questions. La première est toujours un petit peu difficile, mais elle est d'autant plus méritante. Et après, engager tout cela. Gardez en tout cas un très beau souvenir de ce lieu. La Sorbonne, et je me tourne vers vous architectes, a été reconstruite entièrement de Richelieu, il ne reste que la chapelle, entièrement par un très grand architecte, qui a un buste d'ailleurs discret dans un endroit. Et la Sorbonne a été construite avec magnificence, grandeur et splendeur. Et c'est un point important. Pour vous, les jeunes, il faut que vous puissiez faire autant que possible des études dans des lieux qui sont beaux comme vos intelligences, dont nous sommes les jardiniers que nous essayons de développer avec nos professeurs ici présents. Bonne conférence à vous et bon séjour à la Sorbonne. Merci, monsieur l'académicien. Je vous laisse la parole. Merci, monsieur le recteur. Je suis très heureux et très honoré d'être ici. L'architecte qui a construit la Sorbonne, enfin le bâtiment dans lequel nous sommes, c'est Nénaud, qui a fait aussi le Palais des Nations à Genève. Voilà. Et puis, pour ce qui concerne le Grand Prix de Rome, c'est le ministre Malraux qui a mis fin. Oui. Voilà. Bon. Je pourrais répondre à une question concernant le Prix de Rome si vous le souhaitez. Bon. J'ai appris que beaucoup parmi vous, vous êtes des futurs architectes. Enfin, vous êtes dans une formation d'architecte, si j'ai bien compris. C'est ça? Je suis ravi. Alors, vous avez dit que vous souhaitez que certains parmi eux viennent défendre leur thèse ici. Moi, je souhaite que quelques-uns d'entre eux viennent continuer leurs études aux Beaux-Arts et deviennent architectes, parce que c'est un beau métier. Bien. Alors, en vous parlant, merci monsieur le recteur, donc en vous parlant de la conception et de la réalisation du Stade de France, j'ai pris ça comme prétexte, mais en fait, je veux surtout vous parler d'architecture et vous inciter à regarder autrement les bâtiments que vous aimez et même ceux que vous n'aimez pas. Et puis, je veux aussi vous parler, au fond, de ce qu'est la profession d'architecte, parce que j'ai le sentiment que c'est un métier mal ou peu connu. Alors, j'invite, mais certains d'entre vous, vous l'avez peut-être vu, à aller voir un très beau film qui passe actuellement sur les écrans, qui est de Brady Corbett, qui s'appelle Le Brutaliste, et qui parle justement des rapports d'un architecte vis-à-vis de l'œuvre dont il a la responsabilité de concevoir, et ses rapports avec les différents intervenants. Et puis, en 1949, il y a eu un autre film important qui s'appelait Le Rebelle et qui parlait aussi des rapports d'un architecte avec sa clientèle. Enfin, sa clientèle, avec celui qui passe commande et puis ensuite ceux qui utilisent le bâtiment. Bon, ces deux films, j'ai vu le premier il y a très longtemps et le second, je l'ai vu il y a quelques semaines. C'est un très beau film, mais je dirais que
c'est une vision un peu romantico-héroïque de l'architecte. Je vais m'en expliquer. Parce qu'en fait, alors comment je vais procéder? Pendant un quart d'heure, vous allez m'entendre vous parler du rôle de l'architecte, de l'évolution du processus du Stade de France, et ensuite je vous passerai des images. Certaines d'entre elles sont trop un peu, comment dire, peu séduisantes, mais je veux vous faire comprendre un processus. Je veux vous faire comprendre comment s'élabore un ouvrage, enfin en l'occurrence un ouvrage architectural. Alors, un bâtiment, surtout un grand bâtiment, c'est une œuvre commune et c'est un processus, je viens de le dire. Les premiers, ce sont les élus, ceux qui décident qu'on va faire cet ouvrage, en l'occurrence le Stade de France, et qui le financent. Pour les stades, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, il a été financé en partie par le privé, mais en partie par le public. Ce sont des utilisateurs, ceux qui établissent ce qu'on appelle le programme, qui disent qu'est-ce que c'est que ce stade, qu'est-ce qu'il doit contenir, il doit servir à qui, etc. Ensuite, il y a des géographes, on verra un peu plus tard, qui en déterminent la localisation, en discutant avec les élus. Il y a des urbanistes qui disent ce bâtiment, on va le construire à tel endroit, dans telle zone, qu'il soit à la campagne et il n'y a rien de construit, ou bien dans un secteur déjà urbanisé, ou dans un secteur partiellement urbanisé et qui va se développer. Et puis il y a les architectes. Bon, les architectes, ils en imaginent la forme en partant d'un programme. Il y a des ingénieurs qui, à partir de l'esquisse d'architecte et en relation avec lui, calculent les structures et les différents réseaux qui alimentent le bâtiment. Et puis à la fin, il y a les entreprises, il y a les ingénieurs qui sont sur le chantier, il y a les ouvriers. Et c'est eux qui, en fait, érigent le bâtiment à partir d'un concept qui remonte quelquefois à plusieurs années avant. Alors, dans cette œuvre commune, l'architecte, qu'est-ce qu'il a comme responsabilité? Il a d'abord de comprendre ce qu'on lui demande. Il faut lire un programme. Un programme, c'est quelquefois 300 ou 400 pages qui contiennent des grands objectifs, j'en parlerai tout à l'heure, mais qui contiennent aussi toute une série de précisions très techniques du genre... quelle est la puissance de l'électricité installée, quel est le système de climatisation qu'ils vont mettre en place, quelle est la résistance au vent, etc. C'est ce qu'on appelle le programme. Et puis, l'architecte, il fait des esquisses, il discute avec des ingénieurs, il discute ensuite avec des entreprises. Les ingénieurs lui disent « ce que tu as dessiné là, c'est très beau, mais c'est pas possible, ou c'est trop coûteux, ça sera trop long à réaliser ». Et l'architecte, il est là pour dire à l'ingénieur « écoute, je t'entends, mais tu es un type tellement talentueux que tu vas m'aider à réaliser cette esquisse ». Il y a de longs débats, des discussions, ça se passe comme ça. Et puis, après, pendant le chantier, l'architecte, pas que l'architecte, disons le groupe architecte et ingénieur, ils sont là, tous les deux, pour résister aux dérives pratiquement quasi certaines durant la réalisation. Des dérives qui proviennent d'un problème de coût, de problèmes techniques. Tiens, ça ne marche plus. Ça remarche là. De problèmes de coût, de problèmes techniques, de problèmes de temps, etc. Voilà. Alors, comment je vais procéder ? Vous inquiétez pas, je vais vous projeter des images. Mais je vais quand même commencer par ce processus. Alors, d'abord, pourquoi un grand stade? Maintenant, depuis une trentaine d'années, 25 ans exactement, on a construit beaucoup de stades. Les grandes villes sont toutes dotées d'un stade. Je dirais c'est presque commun, banal. Mais il faut savoir que durant les années 30 jusqu'en 1968, à Paris, les sportifs et les élus disaient on va construire un grand stade, on va faire un stade, parce qu'il n'y avait pas de grand stade. Lorsque les Jeux Olympiques se sont déroulés à Paris en 1900 puis en 1924, et puis la Coupe du Monde en 1938, c'était le stade Yves du Manoir à Colombes. Vous ne le connaissez pas, c'était un stade, je dirais, très pauvre d'équipement qui ne ressemblait pas au fond au stade qu'on réalise maintenant. Et jusqu'en 1968, pendant donc 30 ans, les élus, les sportifs ont dit on veut un stade, on veut un grand stade. Ils définissent des stades. Pendant 30 ans, on en a
projeté, envisagé, enfin on établit le programme pour une dizaine d'entre eux, à peu près tous, enfin pas tous, une grande partie dans le bois de Vincennes ou face à la Seine. Et puis, il a fallu qu'en 1968, la ville décide de construire le Parc des Princes, qui est un très beau stade, enfin, situé sur le périphérique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même drôle l'idée de construire un stade à cheval sur le périphérique, mais bref, c'est parce qu'il n'y avait pas de terrain disponible. C'est un beau stade, mais il ne faisait que 49 000 places. Or, c'est insuffisant. C'est insuffisant, je vais vous expliquer pourquoi. En 1988, Jacques Chirac, qui est Premier ministre, il présente la candidature de la France pour accueillir la Coupe du Monde qui aura lieu 10 ans après, en 1998. Mais il n'est pas sûr, en présentant que cette candidature, que la France sera retenue pour accueillir la Coupe du Monde. C'est simplement l'intention de... Enfin, on présente la candidature, puis la FIFA qui décide si oui ou non on attribuera la Coupe du Monde, enfin l'accueil de la Coupe du Monde à la France. Alors, vous allez voir, tout ce processus, c'est long. Donc en 88, il dépose sa Coupe du Monde. En 91, on commence à se dire, mais au cas où la France serait retenue, où est-ce qu'on va le mettre, le grand stade? Parce que, bon, il faut en décider. Alors, on commence à consulter les élus, à faire des repérages avec les géographes dans toute la région parisienne. Je vous présenterai des images, là, vous verrez les différents sites. En 92, la FIFA choisit la France, donc 4 ans après que Chirac ait posé sa candidature. Et en 92, la FIFA choisit la France pour accueillir la Coupe du Monde en 98. On a donc 6 ans. Il faut, pendant ces 6 ans, 1, choisir le site, et c'est pas facile, parce qu'il y a différentes communes qui se battent pour accueillir le stade, parce que c'est prestigieux, parce que ça permettra d'abord de mettre en valeur le maire qui est de la commune sur laquelle va s'installer le grand stade. Il faut dégager et commencer à réfléchir au financement. Et puis ensuite, il faut faire un concours. Et puis ensuite, choisir le lauréat. Et puis construire. C'est court, 6 ans, c'est très court. Alors, où construire le grand stade? Bon, il était décidé que ça serait dans une ville ou proche d'une ville, en tout cas là où il y a un terrain, disons, d'une quinzaine d'hectares disponible. Pourquoi? Tout simplement parce que les élus se disent, mais si un stade arrive, ça va attirer des activités. Il va y avoir des bureaux qui vont venir, des entreprises qui vont venir, ça va entraîner la création de logements, donc ça donne à la commune qui l'accueille une importance dans la région parisienne et donc à l'élu qui est à la tête de cette commune, une importance qui lui permettra peut-être de devenir ministre un jour. Il y a 26 sites qui ont été envisagés, 26 sites. Alors, ce n'est qu'en 1993, c'est-à-dire, vous voyez, en 1992, la FIFA dit c'est la Coupe du Monde se déroulera en France. Il a fallu 1 an quand même pour se décider. Et c'est Balladur, qui ayant écouté tout le monde, sans aller voir les différents endroits envisagés, décide que ça sera en Seine-Saint-Denis. Sur un terrain qui fait à peu près 17 hectares, avec l'idée qu'on construira le stade et en même temps, on développera un quartier nouveau. Un quartier nouveau avec des logements, des bureaux, des commerces, des équipements. Donc c'est une vision large, ce n'est pas la vision simplement du stade, c'est une vision urbaine. Alors pourquoi on choisit le Cornillon Saint-Denis, enfin là où il est maintenant? C'est tout simplement parce qu'il est bien desservi par 2 lignes de métro, par le RER, par 2 autoroutes, la A1 et la 86, qu'il est à une distance, vous verrez, je projetterai une image qui vous permettra de mieux comprendre. Il est à la même distance du parvis de Notre-Dame, c'est-à-dire en gros le centre de Paris, que l'est le Parc des Princes. On a toujours l'impression que le Stade de France, il est loin. Mais non, si vous mettez un compas avec une pointe sur le parvis de Notre-Dame et vous faites tourner, le Stade de France est à la même distance du parvis de Notre-Dame que le Parc des Princes. Et puis, ce qui est important, c'est que la ville de Paris est propriétaire du terrain.
C'était des anciens gazomètres, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, propriétaires du terrain. C'est-à-dire qu'on n'a pas à exproprier, on n'a pas à dégager des financements pour acheter le terrain. Donc c'est pratique, c'est économiquement pratique. Alors maintenant, pour quel public? Parce qu'on dit un grand stade, mais un grand stade, pour quel public? Alors, disons dans les années 30, 50 encore, le stade, c'est viril. Ce sont les hommes qui y vont. Il y a quelques jeunes femmes qui les accompagnent, mais enfin, c'est très viril. C'est sportif. Mais sauf qu'entre-temps, la fonction d'un stade a évolué. C'est les Américains qui ont lancé ça. On se dit, mais d'accord, les stades, c'est bien, on y accueille des rencontres de football, de rugby, on peut y faire de l'athlétisme, c'est très bien, mais peut-être qu'on pourrait imaginer d'autres fonctions. Parce que quand on investit quelques centaines de millions pour construire un bâtiment de cette nature, on ne va pas faire des rencontres sportives tous les matins, on ne va pas forcément toutes les semaines, donc il va rester vide. Donc il faut imaginer une autre utilisation. Imaginant une autre utilisation, c'est-à-dire des concerts. Le premier qui est venu sur ça, c'est Johnny Hallyday. D'ailleurs, sous la pluie, il était obligé d'en revenir 3 jours après parce qu'il pleuvait le jour où il est venu. Donc, à partir du moment où on accueille pour un public pour d'autres événements que les sportifs, ça veut dire qu'on va accueillir des femmes, des jeunes enfants, un public peut-être qui ne s'intéresse pas particulièrement au sport. Donc ça change la nature du programme, et c'est ça qu'on appelle le programme. Mais bien sûr, on continuera toujours à accueillir des rencontres de rugby, de football et d'athlétisme. Alors, une fois qu'on a décidé tout ça, quelle dimension? J'ai dit tout à l'heure, le Parc des Princes fait 49 000 places. C'est déjà pas mal, 49 000 places. Sauf que la FIFA avait dit 80 000 places minimum. En 1936, on avait projeté, je l'ai dit tout à l'heure, un stade de 100 000 places. Il y a eu un concours avec un projet d'architecte, c'était Novarina et Henri Bernard, ça vous dit rien, enfin, c'était des bons architectes, des grands architectes, qui avaient conçu un stade de 100 000 places. Bon, ça s'est pas fait. Je vous ai dit tout à l'heure, il a fallu attendre 1968. Alors, après, on a décidé l'emplacement, on a décidé du programme. Qui est-ce qui va projeter le stade et qui va ensuite le construire? C'est ce qu'on appelle un concours. On est en 1994. La Coupe du Monde, c'est 4 ans après. On n'a toujours pas décidé, enfin décidé du stade, mais on n'a pas encore décidé, on a décidé du programme, mais on n'a pas décidé de ceux qui vont le construire. Alors comment on fait? À qui le confier? Or, il y a une règle simple en France, et qui est d'ailleurs tout à fait légitime, c'est que tout ce qui est financé avec de l'argent public, là en l'occurrence, le financement c'était la mise à disposition des futurs gestionnaires du stade d'un terrain, donc c'est une forme d'argent qui est donnée. Ça fait forcément l'objet d'un concours ou d'une consultation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon. Il est décidé qu'on va appeler 17 groupements d'entreprises, d'ingénieurs et d'architectes qui vont proposer une esquisse de stade, un coût et un délai. C'est-à-dire, ils s'engagent à réaliser le stade pour un prix donné et ensuite pour un délai donné. C'est-à-dire 4 ans simplement. Vous voyez, c'est court. Alors, il y a un concours, il y a 19 groupements d'entreprises. Chacun de ces groupements d'entreprises s'était appuyé sur souvent 2 équipes d'architectes en disant je vais faire pousser une idée par l'équipe Intel et puis une autre idée par l'équipe Intel, comme ça j'ai 2 chances de remporter le concours. Bref, c'est le projet auquel j'ai participé avec mes confrères Macquarie, Régimbal et Costantini, et le groupement Bouygues GTM SGE qui a retenu le 5 octobre 1994. Il nous reste 4 ans pour construire. Or, lorsque le gouvernement décide que c'est ce groupement d'architectes, d'ingénieurs, d'entreprises qui vont le construire,
il est prévu une clause draconienne terrible, c'est des amendes en cas de non-réalisation du stade pour la fin 1997, pour janvier 1998, parce qu'on considère que la Coupe du Monde se déroulant en juillet 1998, il faut à peu près 6 mois d'essai, de vérifier que tout ce qui est mis en place, ça fonctionne, qu'il y ait quelques rencontres amicales, simplement pour vérifier que l'équipement mis en place va pouvoir répondre à cet événement extraordinaire, la Coupe du Monde. Et là, il y a des pénalités, j'ai dit des amendes, ce sont des pénalités très très lourdes qui peuvent, je ne dis pas ruiner l'entreprise, mais enfin mettre, disons, sa vie en danger. Voilà. Alors, un mot maintenant, puis après je vais vous présenter des images. Un mot maintenant. Moi et mes confrères architectes, là je reparle maintenant du rôle de l'architecte, on a un livre à peu près 300 pages, comme je l'ai dit, qui explique que ça. Les grandes idées, c'est il faut que ça soit un stade urbain, et deuxièmement, je me souviens toujours de cette phrase, un stade ouvert au public. Alors, ça veut dire quoi? Nous, on a interprété, je dis nous parce que j'étais avec mes confrères, on a interprété cette exigence de la façon suivante. On s'est dit, mais on a vu les stades américains, on a vu quelques stades anglais. En gros, il y a deux visions du stade. C'est soit une coque repliée sur elle-même, qui est étrangère au monde environnant, aux quartiers qui existent ou à ceux qui vont se développer, et puis un autre plus ouvert. Alors, la première a un énorme avantage, c'est que ça permet réellement une concentration du public, ça permet la hola, ça permet, disons, de focaliser l'attention de tous ceux qui sont là, plusieurs milliers, sur ce qui se passe sur la pelouse. Seulement, ça fait un espace, enfin, ça fait un volume un peu clos, fermé, étranger. Alors, on s'est dit, non, nous, on va essayer d'exprimer cette idée d'ouvert au public de la façon suivante. Et c'est cette fameuse couverture qui déborde de l'arène proprement dite. Une coque, il y a une arène, c'est là où vous vous asseyez, c'est 80 000 gradins, et puis il y a une coque qui vous enserre. Nous, on s'est dit, il faudrait que la couverture exprime une sorte de projection au-delà de l'arène. Je commenterai ensuite les images, au-delà de l'arène. C'était notre idée. Ensuite, l'autre, c'était de donner une vision plus apaisée du sport. Alors tout ça, c'est un peu théorique, hein, parce que concrètement, vous verrez les croquis ensuite, comment nous avons, architectes, interprété ces intentions. Une idée apaisée du sport. Donc, quelque chose d'ouvert, de généreux, de léger, si on peut dire. Et puis ensuite, alors d'autres considérations qui sont d'ordre plus, comme dire, fonctionnel, c'est-à-dire facilité d'accès, rapidité d'évacuation en cas de problème, accueil d'un public très différencié, donc des hommes, des femmes et des enfants, c'est-à-dire une certaine confort, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des sièges un peu plus larges que d'habitude, la possibilité d'étendre les pieds un peu plus que dans les stades anciens, des loges pour ceux qui ont les moyens de se payer une loge. Voilà. Maintenant, je vais vous projeter des images, comme je l'ai dit. Les premières images, c'est le site. Sur certaines d'entre elles, j'irai assez vite parce que je pense que c'est facile à comprendre. Sur d'autres, je tiens absolument à vous les passer, même si ça a un côté un peu abstrait. C'est simplement pour vous faire voir tout ce qui est le processus de création et de conception d'un stade. Ensuite, le chantier. Parce que, puisque vous êtes, certains d'entre vous sont architectes, pour moi, un architecte qui ne suit pas la réalisation de ce qu'il a conçu sur le chantier, il n'accomplit pas la totalité de sa mission. Je ne distingue pas la phase de la conception de la phase de la réalisation. Un architecte doit être celui qui pense, dessine,
répond à des demandes, évidemment, mais ensuite est sur le chantier avec les entreprises pour répondre à leurs demandes qui apparaissent inévitablement. L'entreprise vous dira, mais attendez, là, monsieur l'architecte, vous avez fait ça, moi j'ai une autre solution plus simple. Et à nous autres architectes, c'est de dire, écoutez, je vous comprends, ce que vous dites est juste, mais c'est pas ce que je veux faire, il faut le convaincre. Il y a une des comment dire, des talents qu'il faut à l'architecte, au-delà de son génie, mais ça c'est automatique, c'est la ténacité. Parce que lorsque vous concevez une œuvre, vous trouvez toujours des tas de personnes qui vous expliquent que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. D'ailleurs, parfois, ils ont raison. Ou qui, ayant dit oui, c'est comme ça, mais si on pouvait le transformer légèrement. Et si l'architecte commence à céder à toutes ces remarques parfois intelligentes, ça dérive, ça finit par être une œuvre qui a perdu son sens, son essence. Voilà. Alors après, après, je vous présenterai à la fin quelques images de stade que j'ai réalisées pour vous faire voir qu'il faut toujours, face à un nouveau programme, même si vous avez déjà réalisé un stade, se mettre dans une position, disons, de recherche nouvelle. Et puis je terminerai par un projet que malheureusement je n'ai pas réalisé, que je ne réaliserai pas, qu'une sorte de projet un peu fou. Bon, alors maintenant, je vais projeter, j'espère que je suis capable de faire marcher ça. J'appuie là, c'est ça. Ça vient? Oui. Voilà, je passe rapidement. Ce sont les 17 sites qui ont été envisagés, vous voyez, tout autour de Paris. Et en définitive, c'est le site de Saint-Denis et Cornillon, qui est assez proche de Paris, qui a été retenu. Bon. Oui, là, je vous avais dit que je voulais vous faire voir sur cette esquisse la distance, à vol d'oiseau, hein, du centre de Paris, le parvis de Notre-Dame, Parc des Princes à l'ouest, Stade de France au nord. C'est important, ça. C'est important. C'est d'abord, c'est qu'il est dans un environnement déjà construit, Saint-Denis, et pas au milieu de la campagne, parce qu'il y avait des villes nouvelles, loin, à l'ouest en particulier, qui voulaient avoir un stade parce que justement, ça leur permettait de pousser le développement, d'accélérer le développement de la ville nouvelle. Seulement, les fédérations de football et de rugby et d'olympisme ont dit, mais il est hors de question d'aller à 30 km de Paris, même s'il y a un RER, non, c'est trop loin. Voilà. Bon, ça, c'est le plan fait par les urbanistes du secteur, ce qu'on appelle la plaine Saint-Denis. Et vous voyez, là, j'espère que je vais pouvoir pointer le stade. Non, j'y arrive pas. C'est pas grave. Enfin, vous le voyez en haut. Donc, il y a eu un plan général d'urbanisme de la plaine Saint-Denis dans lequel vient s'insérer le stade. Et qu'est-ce que je peux faire comme remarque? C'est tout les taches blanches, c'est des quartiers. Or, la tache blanche, le rectangle qui est à droite du stade, c'est un quartier qui n'existe pas. C'est un quartier futur, mais qui, dans le plan d'urbanisme, est déjà prévu. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on fait un stade et on prévoit ce qu'on appelle un plan masse, définissant l'organisation du futur quartier à venir, qui est construit là par d'autres architectes. Les parents nous disent, mais alors pour être architecte, il faut savoir dessiner très bien, et puis est-ce qu'il faut être fort en mathématiques? Alors je leur réponds que c'est plutôt mieux de dessiner, mais ce n'est pas forcément de dessiner d'une façon en virtuose. Il faut savoir s'exprimer avec un crayon ou un stylo bille, parce que je sais bien que maintenant, avec l'intelligence artificielle, l'informatique, on peut faire des très très beaux dessins, mais il ne faut pas oublier que l'architecte doit s'exprimer d'abord par quelques croquis. Bon, ces croquis-là, qu'est-ce que c'est? Vous voyez en haut de l'image, une amorce, vous voyez les gradins, j'ai essayé de projeter, mais oui. Vous voyez, les gradins, c'est ça. Et puis là, il y a l'amorce d'une sorte de toit qui est courbe, à l'époque, il était, enfin, un des schémas, l'envisage est courbe, et qui déjà déborde. Et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit là une sorte de rampe, d'escalier qui conduit quelque part à la seconde couronne. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici?
Le plan, c'est un stade qui est elliptique. Ce n'est pas un stade rectangulaire à l'anglaise. Il est elliptique. Vous voyez, ça, c'est deux intentions assez simples. Alors, vous me direz, elliptique, c'est assez évident, puisqu'il y a une piste, puisqu'on doit accueillir les Jeux Olympiques. Il y a une piste, c'est rare qu'on tourne à angle droit, ou qu'on court à angle droit, donc on prend ça. Mais il y a eu des projets, parmi les 19 équipes qui ont concouru, il y a eu des projets qui étaient rectangulaires. L'un d'entre eux, qui est un des grands architectes français, et qui était un de mes concurrents, avait prévu un stade rectangulaire à l'anglaise. Voilà. Juste là, vous voyez ici l'axe nord-sud. Juste une petite remarque. Moi, je pensais qu'en orientant le stade, la pelouse nord-sud, c'était très bien, mais Platini nous avait dit, non, pas nord-sud exactement, c'est nord-ouest avec nord-ouest 17 degrés. Alors, je dis pourquoi ? Tout simplement parce que comme les matchs se déroulent généralement l'après-midi, par rapport à la course du soleil, il vaut mieux ne pas être totalement nord-sud, mais au contraire nord-nord-ouest avec 17 degrés. Bon, vous voyez, c'est ce genre de truc auquel on ne pense pas. Et là, je pense que c'était même pas indiqué dans le programme. C'est Platini qui nous a dit non, réorientez-le comme ça. Bon, et alors là, de nouveau, j'essaie. Ah oui, voilà. Il va y avoir 3-4 croquis comme ça. Vous voyez, là, quelle est l'idée ? L'idée, c'est que l'arène, c'est ce qui est... Là, les gradins sont là derrière. Là, on voit l'amorce de rampe, d'escalier. Je reviendrai tout à l'heure. Et puis, il y a le toit. Le toit qui déborde. Il va au-delà de l'arène. Et puis, ce toit est percé par des sortes de grands hublots. Et les mâts qui supportent le toit traversent le toit de façon à créer une sorte de perception curieuse. Quand vous voyez une table, c'est rare que le pied traverse la table. Le pied est sous la table. Là, au contraire, c'est pas un poteau. C'est pas un poteau qui supporte le toit. C'est une sorte de mât qui traverse le toit et au bout duquel sont suspendus les haubans. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des croquis très très précis. Après, vous verrez des images plus précises. Celles qui s'adressent aux politiques qui prennent la décision, aux fédérations sportives de rugby qui veulent comprendre ce qu'on va leur faire. Donc c'est des images plus réalistes. Ça, ce sont des croquis. Voilà. Une autre chose qui était importante, c'est le problème d'accès. J'en ai parlé, les accès. Un stade, ça se déroule en gros du sol de la pelouse jusqu'au dernier niveau. Ça fait à peu près, de mémoire, j'ai plus en tête, à peu près une trentaine de mètres de haut. Une trentaine de mètres de haut, c'est à peu près un immeuble de 10 étages. Donc il faut pouvoir accéder à ces différentes tribunes de la façon la plus aisée et la plus différenciée possible. C'est-à-dire que les spectateurs de la tribune basse, celle qui est au niveau de la pelouse, qui dans le cadre du Stade de France représente, je crois, 25 000 spectateurs, oui c'est ça, ils ont leur propre accès, je vous le ferai voir. Ceux qui sont dans la tribune intermédiaire, ils sont donc déjà à peu près à, je dirais, oui, à 10 mètres du sol. Il faut passer du parvis à la partie de la tribune haute. Comment on y va ? On peut y aller soit avec des escaliers circulaires, spirales, soit avec des rampes latérales, soit avec des rampes qui sont perpendiculaires au bâtiment. Alors, on a longtemps réfléchi avant de prendre une décision. Les rampes circulaires, c'est assez efficace. Seulement, ça peut être dangereux parce que le public qui évacue est pris dans un ensemble qui tourne. Il ne voit pas très bien là où il va arriver. Ça peut créer un sentiment d'angoisse. Et puis, à grimper, il est plus facile de grimper un escalier, moins fatigant de grimper un escalier que de grimper une rampe. C'est plus fatigant de grimper une rampe. On a donc évacué la solution des escaliers à spirale, comme ça, et on a retenu
la solution d'escalier que vous allez voir tout à l'heure. En ce qui concerne la tribune basse, elle est au niveau, enfin le premier gradin est au niveau de la pelouse. La pelouse est, je crois, 7-8 mètres en dessous du parvis, pour des raisons que je commenterai. Donc en fait, ah non, bon, je me suis trompé, c'est pas grave. Non, bon, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Voilà, ce sont les petits trous noirs que vous voyez ici, qui sont des sortes de rampes, de petits tunnels, qui partant du parvis, descendent à moins 7 mètres, au niveau de la pelouse. Et là, vous avez les gradins. Alors, je continue. Bon, ça, c'est un plan, ce qu'on appelle un plan masse du stade. C'est le stade dans son implantation. Vous voyez, donc les 17 degrés dont j'ai parlé nord-nord-ouest, ils sont là. Vous voyez, c'est pas perpendiculaire. Et sur la droite, l'image à droite, là, c'est le schéma, le plan masse du futur quartier. Concrètement, ça dit quoi? Ça dit qu'on va faire une sorte de façade urbaine le long d'une voie à créer. Ça n'existe pas hein, pour l'instant. Qu'on va créer à partir de cette rue des allées piétonnaires bordées d'arbres. Et tout ce qui est blanc, ce sont des logements, des bureaux. Ici, c'est un équipement commercial et un autre équipement. Et puis, l'idée de mettre en relation ce parvis, là, qui fait à peu près, je crois, 9 hectares, avec le quartier existant du Cornillon d'Or. L'idée, c'est le stade, il n'est pas au milieu des champs. Il doit être en contact avec des habitations existantes, des logements existants, et des logements à venir. Et l'idée, là, qu'on n'a pas réalisée, ce parvis qui fait, je crois, 9 hectares, là, voilà. Nous aurions voulu qu'il soit ouvert tout le temps, dans la journée et même éventuellement la nuit, au public. L'idée étant stade ouvert au public. On ne voulait pas qu'il soit un équipement qui soit ouvert uniquement quand il y a des événements, mais qu'au contraire, alors c'est une vision un peu sociale et humaniste, que les mères de famille avec les gamins viennent s'asseoir sur des bancs, tricoter et puis être sur ce parvis. Que des jeunes gens en sortant d'un lycée qui est proche puissent venir taper au ballon sur le parvis. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et même, on avait prévu même en pied de l'arène la possibilité d'ouvrir des boutiques, et notamment un musée du sport. Le musée du sport, il est amorcé. Ça n'a pas vraiment marché, pour des raisons de sécurité. Donc, le parvis est entouré d'une grille, avec, je crois, 25 guichets d'accès, qui permettent de contrôler les accès, de filtrer le public et l'orienter. Mais donc ce stade, malheureusement, le parvis dans la journée n'est pas ouvert et peut-être qu'un jour il le sera. Bon, je continue. Vous m'arrêtez si je suis trop loin. Voilà, ça c'est une image du stade qui est encore en chantier, il n'est pas tout à fait fini. Vous voyez, le parvis n'est pas encore équipé. Vous voyez à gauche, ici, le stade d'entraînement, là, et le quartier qui se développera plus tard, ici, pardon, là, ici, je ne sais pas si vous voyez, il n'est pas encore réalisé. Voilà. Alors, je continue. Bon, je passe vite. Ça, ce sont des schémas qui montrent la configuration du stade en différentes... qui montrent différentes configurations du stade, selon que l'on accueille le football rugby, il y a 80 000 places. Selon qu'on accueille l'athlétisme, c'est l'image de droite. Je viendrai, c'est le problème de couverture de piste. Il n'y a que 75 000 places. Selon que l'on fait un concert avec Johnny Hallyday sur la tribune là-bas, il n'y a que 75 000 places. Il y a en plus alors une autre configuration que moi j'ai vue une fois, c'est la configuration théâtre antique. À ce moment-là, on réduit, on n'utilise pas la totalité du stade, on le limite à 30 000 places. Et ensuite, il y a la configuration concert,
Là, je ne sais pas pourquoi il y a marqué d'ailleurs 18 000 places. Oui, c'est un cas particulier. Mais ne figure pas là le cas différent. C'était dans le cas de Johnny Hallyday. Il y avait en fait, c'était pas 75 000 spectateurs, c'était 100 000. Parce qu'ils étaient sur la pelouse. Ils étaient sur la pelouse. Il y avait les gradins occupés et il y avait des spectateurs debout durant tout le spectacle. Ce qui a d'ailleurs imposé des problèmes aussi de sécurité. Bon, alors là, les pentes de gradins, c'est très, 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 très compliqué. C'est pas anecdotique, c'est une exigence. Il faut que le corner, qui est, je crois, situé, je ne sais plus, par rapport à n'importe quel spectateur, au maximum, je crois, à 183 mètres, puisse être vu par tous les spectateurs pour qu'on voit le type qui va taper dans le ballon, dans le corner, et pour l'envoyer vers le but. C'est une exigence de la FIFA. De la même façon que il faut, en cas de Jeux olympiques, que sur la piste du 100 mètres, n'importe quel spectateur, ça c'est un peu la théorie, mais enfin, n'importe quel spectateur puisse voir les chevilles du vainqueur du 100 mètres à l'arrivée. Ça, ces deux règles imposent des contraintes, et la troisième, c'est la sécurité, imposent des contraintes d'angle, de pente. Attendez, ici. Voilà, oui, voilà. 30 degrés, c'est la pente maximum et déconseillée, parce qu'elle est dangereuse. Lorsqu'on évacue 80 000 spectateurs, s'il y a une dizaine de personnes qui, en courant un peu vite et en descendant la pente, chutent, et que la foule arrive derrière, ça risque de créer des situations qui peuvent être dangereuses ou dramatiques. Donc il vaut mieux se tenir en dessous. Et vous voyez, là, ici, la pente du Parc des Princes, ici, et la pente du Grand Stade, la couronne basse, la couronne intermédiaire et la couronne haute. La couronne haute est assez proche des 35 degrés, mais elle est inférieure aux 35 degrés. Bon, ça, ce sont des contraintes qui sont données par le programme, par le bouquin de 300 pages. Donc, vous voyez, le rôle de l'architecte, ce n'est pas uniquement une sorte de croquis de rêve, c'est des contraintes de cette nature. Alors après, je vais accélérer. Bon, vous voyez l'angle de 17 degrés, là, le stade d'entraînement, et puis en jaune, le parvis, avec toute une série d'entrées, ce sont les taches brunes que vous voyez. Bon, je passe vite, configuration athlétisme. Voilà, bon, je passe rapidement. Ça c'est l'occupation des différents services. Parce qu'il y a des bureaux permanents pour organiser, utiliser l'équipement. Il faut prévoir ensuite toute une partie de logistique. Il faut prévoir les restaurants, dont un restaurant grande carte, comme on dit, chic, pour recevoir les personnalités. Les loges, c'est très important, les loges, vous en verrez. Bref, c'est l'occupation fonctionnelle du stade. Là, l'architecte et les ingénieurs, mais là, c'est plutôt l'architecte qui intervient. Il discute de tout ça avec les futurs utilisateurs qui nous expliquent que non, le restaurant grande carte, non, il vaut mieux le mettre à tel endroit plutôt qu'à tel endroit pour des raisons d'accessibilité et de service. Bon, je passe vite. Bon, voilà les loges. Alors les loges, c'est quoi? C'est pour recevoir les VIP dans de bonnes conditions. Il y a eu un long débat. Certains disaient quand les gens sont dans une loge qui va de 12 à 21 places, ils peuvent rester derrière une vitre et ils voient le match, enfin, le concert. En général, ce sont plutôt des événements sportifs, derrière la vitre. Et nous, on disait, mais c'est de la folie, on ne vient pas au stade pour voir un match derrière une vitre, autant rester chez soi, regarder à la télé. Donc on a discuté avec eux. Alors on a donc prévu la loge proprement dite et des places dans l'arène, comme les autres spectateurs, c'est-à-dire les gens peuvent
boire un whisky ou une eau gazeuse, grignoter une petite tranche de saumon, ou bien être comme le public ordinaire dans des gradins. Donc ça, vous verrez, je vous présenterai tout à l'heure une loge. La loge en rouge, c'est la loge présidentielle. C'est là où le président remet la coupe au vainqueur de la Coupe du Monde, ou alors la coupe pour des événements moins importants. Bon, ça, je passe vite, je vais arriver où je... Bon, ça, c'est la configuration athlétisme. Ça, c'est une vision... Là, on rentre alors dans des dessins très techniques, là. Jusqu'à présent, c'était des croquis. Et vous voyez à gauche, ici, une des plus grandes grues qu'on a fait venir d'Islande, je crois. C'est une grue anglaise, qui a permis de poser la couverture. Ici, on la verra. Vous voyez son importance. Je crois que, oui, on dit 3 mots, c'est ça. Il n'y en a pas plus. Là, je vous demande, là, je vais être un peu plus long. Vous voyez le toit. Il déborde de mémoire, je crois, d'une trentaine de mètres. Non, on voit rien là. Bon, enfin, à droite du poteau, avec les haubans, il déborde vers l'extérieur d'une trentaine de mètres, et à l'intérieur, jusqu'à la limite du gradin le plus bas, celui qui est le long de la pelouse, de 60 mètres. Donc ça fait à peu près 90 mètres. Vous voyez voyez la couronne basse, la couronne intermédiaire, la couronne haute. La couronne basse, le problème qui était posé était le suivant. Les spectateurs de football et de rugby, surtout de football, veulent être au plus près des lignes de touche. Mais on doit pouvoir accueillir les Jeux Olympiques, donc il y a une piste. Donc on s'écarte forcément de la ligne de touche. Et ça, les amateurs de foot, ils n'aiment pas. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va considérer que la couronne basse, qui fait donc 25 000 spectateurs, je crois que c'est ça, 25 000, 30 000, 25 000, 25 000 places, c'est celle du Stade Charletti, 25 000 places. On va les déplacer de 15 mètres. Ça, on le recule de 15 mètres. Ça fait quelques milliers de tonnes. Hein. Et on découvre la piste. Et en revanche, lorsqu'il y a football-rugby, on est ici, on couvre pour partie la piste d'athlétisme. Les spectateurs ne sont pas dans la même configuration que dans un stade anglais, mais ils sont assez proches des pelouses. Ah. Voilà. Ça, c'est une autre image qui montre, bon, les couleurs, ça correspond à des différentes fonctions, des bureaux, etc. Et vous voyez ici, j'arrive pas. Pardon. Enfin, vous voyez un petit camion là, un petit camion à droite. C'est une coursive réservée à des camions qui permettent de desservir le stade en y apportant tous les équipements, tout le matériel nécessaire pour le faire vivre, pour les restaurants, pour équiper de projecteurs certaines zones du stade et surtout pour y amener les sportifs à l'abri du public qui est encore à l'extérieur et qui quelquefois peut créer des situations délicates. Donc, il y a une voie intérieure réservée aux camions et aux autocars sous le stade qui fait tout le tour. Et les pompiers qui peuvent intervenir en cas de manifestation au sein du stade ou en cas d'incendie, mais l'incendie c'est plus rare. Ça ne marche pas. Si, voilà. Une salle de conférence à gauche. Donc tout ça pour vous faire voir qu'un stade, ce ne sont pas que des gradins, c'est toute une série d'équipements. Donc un restaurant, une salle de conférence, des bureaux, différents services.
Voilà. Ce que je vous ai expliqué, regardez, à gauche, c'est un schéma. À gauche, la tribune basse, c'est ce qui est en bleu, couvre pour partie les pistes, c'est les petits... Parce que vous voyez en rouge, là, les 3 petits rectangles en rouge. Il y a une plateforme qui est au bout des gradins, qui est ici, et sur laquelle on avait installé les sièges handicapés. Cette plateforme, on l'a fait descendre de 6 mètres, je crois, c'est ça, de 6 mètres, et on recule les gradins de la première couronne, donc 25 000 places, et on dégage les pistes. Donc situation, configuration football, avec des handicapés. La plateforme, on la descend de 6 mètres, et on recule. Voyez, bon, là, c'est un détail technique de ce que je viens d'expliquer. Donc voilà le chariot élévateur. Ça marche pas toujours. Enfin, le chariot élévateur qui permet, sur lequel repose, enfin pas, la plateforme ne repose pas sur le chariot élévateur. Le chariot, qui est un truc qui tourne tout autour du stade, vient se glisser sous certains éléments de la plateforme, les descend. Là, nous sommes en configuration football. Les gradins sont proches de la zone de touche. Là, les gradins se sont reculés, la plateforme est descendue avec le chariot élévateur qui s'est positionné dans le couloir qui lui a été réservé. Vous me dites, où j'en suis, il faut que je dise combien? 5 minutes. Bon, il faut que je aille plus vite, là. Bon. Voilà, bon, alors maintenant, attendez, je reviens en arrière. Alors là, ce sont des images pour parler à ceux qui ne sont pas des techniciens. Tout ce que je vous ai fait voir jusqu'à présent, c'est des croquis. Maintenant, on a fait ces images simplement pour expliquer les gradins, ici, dont j'ai parlé, le toit qui déborde, les hublots au travers desquels passent les mâts, et le quartier futur. Et le parvis, évidemment, ici. Voilà, c'est une autre image. Bon. Ça, c'est des vues intérieures. Alors maintenant, j'en arrive à la partie, là, je dirais, que tout m'intéresse, enfin, tout sur lequel j'insiste. Alors, le terrain. Le terrain, il était pollué. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est-à-dire, sur ce terrain, il y avait des gazomètres. Et pendant la guerre, il y avait des réservoirs de fioul de l'armée allemande, qui occupait Paris. En 1944, je crois, oui, en 1944, ouais, en 1944, il y a des aviateurs anglais qui ont bombardé le site. Ils ont fait exploser les réservoirs de fioul qui se sont répandus dans le sous-sol. Et qui était là et qui est encore en partie là. Il y a eu après, plus tard, d'autres événements de même nature. Donc, en descendant, pour des raisons d'accessibilité, on avait considéré qu'il fallait descendre la pelouse à moins 6 mètres. On est allé affleurer, on ne l'a pas atteint, mais on a affleuré la zone sur laquelle il y avait encore du fioul. D'où ce terrassement. Vous voyez, on descend. Vous allez voir après. Bon, ça c'est une vision générale. On commence les travaux. Attendez, j'espère que je vais trouver. Bon, je passe plus vite. Voilà. Il y a un terrain en partie pollué. Il faut l'isoler. On va faire une couronne de béton tout autour, une tranchée de béton qui descend sur, je crois, 6-7 mètres, que vous voyez ici. Donc d'un côté, c'est le parvis, de l'autre côté, c'est la pelouse. Là, on est en train de couler ce qu'on appelle de la bentonite. Je vois qu'il y a des ingénieurs ici, ils savent certainement ce que c'est. Enfin, c'est un ensemble de ciment qui permet d'isoler. Voilà, ça c'est des têtes de pieux.
c'est là que vont s'ériger la structure en béton du bâtiment. Ça, c'est le ferraillage des futurs refends, c'est-à-dire les éléments en béton, les voiles, ce qu'on appelle les voiles en béton, qui sont ferraillés, qui s'élèvent sur les pieux. Là, c'est magnifique. C'est c'est une structure métallique provisoire qui permet de couler les voiles. Oui, c'est déjà, en soi, c'est déjà un ouvrage considérable uniquement pour couler un voile en béton qui va faire une quinzaine de mètres de haut. Voilà le voile en béton. Donc, vous voyez à gauche la structure qui permet ensuite de couler le béton, et à droite, un des voiles qui est décoffré. Un détail. Là, on est déjà au premier niveau haut de la première couronne. On voit les voiles qui s'élèvent au-dessus. Encore un détail. Là, on voit l'amorce du futur escalier qui permet d'accéder à la seconde couronne. Bon, ça, c'est une vision générale. Là, on a une vision aérienne qui permet de voir tous les escaliers qui permettent donc de desservir la couronne intermédiaire. On commence à voir le stade prendre sa forme. Ça, c'est un coffrage pour couler les escaliers. Voilà un des supports de l'escalier qui monte, comme j'ai dit, et je me répète, à la seconde couronne. Il est magnifique, c'est un très bel ouvrage. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est l'occupation du site par les grues. Ça, c'est la grue de 60 mètres venue d'Islande, là, et qui permettra de poser le toit. Voilà. Alors là, un mot, je m'arrête ici. Le toit est constitué de 18 éléments. Une contrainte terrible était la suivante. D'abord, le délai, etc. Mais on ne pouvait pas lever un élément s'il y avait un vent qui était de plus, je ne sais plus, je crois que c'était 30 ou 40 km/h, je ne sais plus. Parce que sinon, cette grue étant très haute, et puis on me disait, je n'ai jamais été vérifié, il paraît qu'un élément pèse le poids d'une locomotive de TGV. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on me dit. Alors, si vous levez à 30 mètres du sol un truc qui est suspendu à un filin et qui a un vent de 100 km/h, vous voyez le drame. Or, le premier élément qu'on a levé, il a été levé à 10 mètres de haut, et puis le vent a commencé à augmenter. Il arrivait peut-être à 35 km/h. On l'a redescendu. Or, on était à quelques mois de la fin du chantier, c'est-à-dire l'obligation de livrer en décembre 1997. L'entreprise disait, mais si je suis bloqué pendant 2 ou 3 semaines, je ne vais pas réussir à tenir les délais. Dieu merci, le vent s'est calmé, on a pu monter. Voilà, bon, je vais passer vite. Il reste combien de temps? 1 minute. 1 minute? Bon, alors je fonce parce que je vois. Voilà, bon, écoutez, vous voyez là, on voit les éléments du toit qui commencent à se mettre en place, là. Voilà, et là, on est pratiquement fini. Ça, c'est un des mâts. Un des mâts qui supporte la toiture. Voilà. Et qui traverse la toiture et sur lequel sont accrochés les haubans. Les haubans, c'est les câbles que vous voyez là. Voilà. Ça vous donne la dimension de du mât. Hein. Regardez le bonhomme qui est là-haut. Bon, ça, c'est des croquis. Bon, je passe vite parce que... Ça, ce sont des maquettes qu'on a faites pour compléter les croquis et pour permettre à des ingénieurs de faire des calculs de résistance et puis à des entreprises de comprendre concrètement ce qu'on voulait faire. Voilà, au fond, les éléments architecturaux de l'ouvrage. 1. Le vélum. C'est le toit. 2. La corolle, c'est-à-dire les gradins. 3. La résille. Bon, enfin, c'est au fond tout ce qui constitue l'architecture de notre stade. Tout est là. Tous les éléments architecturaux. Avant, je vous ai fait voir les éléments techniques et de construction. Voilà, ça c'est une autre maquette.
C'est intéressant puisque vous regardez la maquette et puis là, on vient de voir la réalisation. Vous voyez, bon, ça, je passe vite parce que je veux pouvoir ensuite vous montrer. Bon, ça, c'est l'intérieur. Là, vous voyez les petits plots là, qui sont posés. C'est là-dessus qu'on va faire coulisser les 25 000 places de la couronne basse, c'est-à-dire ce qui est à gauche de l'image. Bon, ça, c'est des détails de sièges. Donc, on va très loin dans l'étude. Bon, ça sont des détails, je passe, voilà les sièges. Là, on commence à poser le revêtement de sol de la future piste et la pelouse. Voilà la pelouse, bon, on l'arrose. Bon, voilà une des loges, c'est là où on reçoit les VIP. Bon, écoutez, là, je crois que j'ai fini. Maintenant, je vois quelques images, hein, je termine, et puis je vais vous faire voir 3 images de stade. Voilà. Voilà. Stade Istanbul, je ne me souviens plus de la date, enfin je dois pouvoir la donner tout à l'heure. Là, c'est une autre façon, c'est aussi l'idée d'un stade ouvert. Pour vous donner une échelle, ce qui sépare cette colonne-là de celle-là, c'est 200 mètres. C'est quand même déjà un ouvrage considérable. Voilà. Ça, c'est un stade, il n'a servi qu'une fois, c'est pour le match inaugural de la Coupe du Monde qui est de, je crois, 2002, en Corée du Sud. C'est le seul match que la France a remporté contre le pays d'accueil qui est la Corée du Sud, mais ça ne comptait pas parce que c'était un match amical. Voilà. Après, je continue, je crois que j'en ai fini. Bon, voilà, c'est un détail de la vue intérieure. Ensuite, alors ça, c'est un stade coque. C'est tout le contraire des deux que je vous ai fait voir. C'est donc la coque, les gradins sont derrière. Donc je passe vite. Ça, c'est le déambulatoire avant d'entrer dans l'arène. Bon, stade du Hainaut, écoutez, je suis obligé d'accélérer. Voilà, je répondrai. Le stade de Marseille, ça, c'est le dernier ouvrage auquel j'ai participé. Ce stade, pour Marseille, avait été conçu en terminé en 1998 pour la Coupe du Monde. Mais la ville de Marseille et surtout le public se plaignait des effets de vent qu'il y avait. Il n'était pas couvert à l'époque, pour des raisons d'ailleurs économiques. Donc on nous a demandé de le couvrir. Le voilà, c'est un dessin, ça. Ça, c'est la réalité. Voilà, ça c'est un dessin de vue intérieure, un détail. Bon, et alors, là, bon, je reste maintenant. Un architecte, ça ne fait pas que des stades, ça ne fait pas que des logements, ça ne fait pas que des universités, ça peut faire autre chose. Et un jour, j'ai été invité à participer à un concours pour le stade Levant de Rouen. C'est le stade Gustave Flaubert. Bon, ben, je vous le montre pour vous faire voir que, naturellement, j'avais des ingénieurs exceptionnels pour ça, parce que ce qu'on appelle les tabliers là, on les lève à 55 mètres, ça pèse quelques milliers de tonnes. Je suis parfaitement, moi, incapable de faire les calculs qui permettent de concevoir un ouvrage comme celui-là, ça, incapable de faire les calculs permettant de lever cette partie-là de plusieurs milliers de tonnes à 55 mètres de haut. Mais mon idée, moi, c'est la conception générale de l'ouvrage. Ma participation, la voilà levée. Et ça, maintenant, c'est l'un des plus grands regrets de ma vie, et j'en aurais terminé. Ayant fait, avec des ingénieurs, je tiens à préciser, le stade de Gustave Flaubert à Rouen, on m'invite à participer au concours pour le stade Chaban-Delmas à Bordeaux. Et là, c'est là le rôle de l'architecte. J'étais avec des ingénieurs aussi. Je dis, mais bon, au stade de Rouen, c'est un beau stade où tout le monde a apprécié, etc. Mais la Seine ne fait que 120 mètres de large. À Bordeaux, la Garonne, elle fait, je crois, 400 mètres de large. Et là,
là, je suis l'architecte, hein, là, je m'attribue cette idée. Je dis, mais on va mettre au milieu de 400 mètres 4 poteaux, c'est d'ailleurs celui qui a été réalisé, il est très beau, je ne le critique pas. 4 poteaux, puis on va lever. Je dis, mais ça me paraît curieux, on va faire une sorte de petite porte, là, je ne sais pas, qui fait à peu près 100 mètres de large, le tablier. Petite porte au milieu de la Garonne, les gens vont se dire, il y a qu'à passer à côté, quoi, le bateau. Et je dis, non, là, il faut faire un ouvrage exceptionnel compte tenu de la largeur du site, quelque chose qui ne correspond pas à la solution traditionnelle. Et je propose aux ingénieurs de ne faire qu'une seule pile, sur laquelle on pose cet ensemble-là, il se trouve que c'est une aile d'oiseau, mais c'est des questions techniques qui me conduisent à ça, qui fait 170 mètres de long. 170 mètres de long, les Champs-Élysées, ça fait 70 mètres de large. C'est-à-dire, c'est 2,5 fois la largeur des Champs-Élysées. Vous voyez ce que c'est, ce truc? Bon. Je me disais, bon, les ingénieurs vont me dire, t'es sympa, mais ça, bon. Puis l'entreprise, c'est un concours avec une entreprise, dire, écoutez, monsieur l'architecte, ce que vous faites, c'est bien, c'est sympathique. Bon. Ils m'ont suivi, et je dis bien ils m'ont suivi, parce que je suis à l'origine de cette idée. Mais que c'était des types extraordinaires qui ont été capables de calculer ce truc de 170 mètres de long, qui lève. Ah bon, ça marche pas là. Ah, dommage. Ah, qu'est-ce que je fais? Voilà. Qui lève à 55 mètres de haut quelques milliers de tonnes. On a perdu le concours parce que c'était un peu plus cher que la solution, je dirais, plus traditionnelle. Voilà. Et maintenant, j'ai fini. Oh non, bon, il faut que je revienne en arrière. Ça, c'est un projet que je... Ah bon. Oh. C'est un projet que je ne réaliserai pas. C'est une tour. Bon. Il y a des tours magnifiques, il y a des bâtiments verticaux magnifiques. Mais moi, je me suis dit... là, ça fait partie du côté un peu... nécessairement rêveur d'un architecte, j'aimerais faire une tour qui soit une sorte de tour vertico-horizontale. Je sais pas si ça veut dire. En gros, l'idée, c'est simple. C'est-à-dire, au fond, dans une tour, ce qui est plus intéressant, c'est d'être au sommet. Or, plus on monte dans une tour, plus elle se rétrécit. Je me suis dit, mais si on fait des sortes d'excroissance, c'est ce que vous voyez là, sorte d'excroissance, on va pouvoir loger plus de gens et il y aura plus de monde au fur et à mesure, non pas au fur et à mesure qu'on compte, mais dans les parties hautes, plus de monde que dans une tour verticale classique. Alors, j'en termine là. Je ne cherche plus qu'un terrain et un investisseur assez audacieux et un peu fou pour m'aider à réaliser cet ouvrage. Mais je crois que ça ne sera jamais. Voilà. Ça fait 205 mètres de haut. Ça pourrait faire plus ou moins. C'est un schéma. Bon, j'en ai fini. Voilà. Je réponds à vos questions. J'attends vos questions. Lancez-vous. Oui, il y en a une là-bas. Il faudrait que je vous donne. Voilà. Il y a une personne là-bas qui pose une. Voilà. Il faudrait le micro peut-être. Excusez-moi. Il faudrait le micro pour comme on n'a pas de micro sans fil, pour poser les questions, il faudrait que vous vous leviez et que éventuellement vous pouvez dire de quel établissement vous venez et que vous posiez votre question bien fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Merci. C'est une bonne question, ça. Vous faites allusion à l'intelligence artificielle, c'est ça? Écoutez, ma réponse c'est non. L'architecte va toujours continuer à assurer sa fonction, mais évidemment, son métier va évoluer, comme il a évolué d'ailleurs tout au long des temps. L'intelligence artificielle va se développer et se développe déjà. On m'a dit, moi je n'exerce plus, moi je suis à la retraite, mais on m'a dit que dans certains cabinets, on pratique déjà l'utilisation de certains outils d'intelligence artificielle.
il est vrai que je dirais, pour des constructions plus courantes, plus domestiques, c'est-à-dire des logements ou des bureaux, c'est-à-dire un programme assez simple, il est vrai que ça sera plus facile et plus rapide d'utiliser tous les outils de l'intelligence artificielle. Il est vrai, j'ai construit aussi beaucoup d'hôpitaux, que pour certains programmes plus complexes, comme les hôpitaux, où il faut faire plusieurs esquisses pour décider s'il faut mettre les blocs opératoires au 2e étage ou au rez-de-chaussée, on ne les met pas au dernier étage, mais au rez-de-chaussée ou au 1er étage, on les met à l'est ou à l'ouest. Il faut faire plusieurs esquisses qui chacune présente des avantages et des inconvénients. L'intelligence artificielle va permettre de résoudre rapidement, enfin de produire rapidement plusieurs esquisses en présentant les avantages et les inconvénients. Et là, l'architecte avec le directeur de l'hôpital et les ingénieurs décideront que c'est cette solution-là qu'il faut prendre. Et au lieu de perdre, je dirais, 2 mois à faire différentes esquisses avec l'intelligence artificielle, on les produira peut-être en une journée, en une semaine. Reste que le rôle de l'architecte, il évoluera, mais l'architecte aura toujours sa place. Alors, hier encore, je disais à un des confrères, beaucoup de gens disent, mais au fond, l'architecte oublie les problèmes d'ordre sociologique, l'architecte ne sait pas calculer des structures complexes, au fond, à quoi il sert ? Eh bien, moi, je dis que les sociologues, qui sont des gens remarquables, qui font des analyses tout à fait pertinentes, qui mettent le doigt sur les erreurs, si on leur dit, OK, d'accord, on vous a compris, qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ils disent, mais c'est pas notre rôle, c'est pas... D'abord, on ne sait pas le faire. Nous, on est là pour vous dire, vous vous trompez. On n'est pas forcément là pour vous dire, il faut aller dans cette direction, mais on vous dit, vous vous trompez. OK, bon. Exit les sociologues pour dessiner et concevoir. Les ingénieurs sont tous remarquables, parfois difficiles à vivre, mais tous remarquables. Mais eux, c'est le calcul. C'est le calcul des forces, le calcul des charges à transmettre. Et la conception globale de l'ouvrage, sauf certains d'entre eux, mais enfin, la plupart, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est calculer la portance d'une poutre, c'est calculer les charges sur le sol, c'est la résistance au vent d'un toit. C'est de dire à l'architecte, là, ce que tu fais, tu dessines, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou ça coûte tellement cher et ça sera tellement long. Ça ne les intéresse pas tellement, enfin, sauf certains d'entre eux. Donc, au fond, concrètement, le seul individu qui a une vague formation pour concevoir l'espace, concevoir ça, en s'appuyant sur une réflexion d'ordre rationnel, mais pas que rationnel, ben ça reste l'architecte, et je pense que ça continuera à rester l'architecte. Voilà. Il faut que je réponde plus rapidement, parce que voilà. Oui. Parlez fort, parce que je chante. Parlez fort. Oui. Oui, je l'ai noté là parce qu'il faut que je... Attendez, je vais le retrouver. Je vais le retrouver, je vous demande un petit instant. De mémoire, je crois que c'était 450 millions d'euros. De mémoire, mais attendez, il faut que je le retrouve. Il est là, oui, je crois que c'était... oui, je crois que c'était 450 millions. Oui, je ne sais pas où il est. Je trouve plus chiffre. 450 millions, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est pas beaucoup. Voilà. J'ai répondu à votre question. Bien. Oui, pardon. Ah oui. Un, c'est un beau métier. Deux, c'est un métier très dur. Très dur parce que, comme je vous l'ai dit, pour tout bâtiment public financé par de l'argent de l'État, ou de l'État, ou du département, ou de la région, ou d'une commune, enfin partout où il y a de l'argent public, c'est forcément un concours. Donc
en concours, il y a plusieurs étapes. Il faut déjà être invité, enfin retenu pour faire le concours. À ce moment-là, il y a 10 équipes qui disent il y a un lycée qu'une région veut construire, j'aimerais bien participer à ce concours, vous envoyez votre dossier, il y a 100 dossiers qui sont envoyés, il faut retenir 4 ou 5 équipes. Donc là, c'est pas facile. Et ensuite, une fois que si vous avez la chance d'être retenu compte tenu de vos références parmi ces 4 ou 5 équipes, il faut ensuite gagner le concours. Gagner le concours. Ensuite, mais là, je suis obligé d'aller vite, c'est pas parce que vous avez gagné le concours que le bâtiment va forcément se réaliser. Parce qu'entre-temps, le président de la région a pu changer et le nouveau décide que le lycée, il ne faut pas le faire là, il faut le mettre sur un autre terrain. Il relance un autre concours. Mais enfin, bref, c'est un métier magnifique, c'est un métier dur, c'est un métier gratifiant quand on voit enfin s'élever ce qui a été conçu. Voilà, donc je vous incite à faire ce métier, mais soyez tenaces. Parlez plus fort, hein, très haut. Non, il va y avoir des loges qui vont être créées. Ah oui, des loges. Ah oui, je crois je ne sais plus combien il y en a, j'ai plus en tête les chiffres. On va en créer quelques-unes nouvelles en plus, oui. Oui. Mais les loges, ça fonctionne comme ça. Ce sont des sociétés, par exemple Coca-Cola ou Perrier ou une autre société, IBM, louent un local. C'est pour accueillir entre 12 et 21 spectateurs. Ils le louent par an et c'est assez cher. Et en plus, il faut qu'ils payent le dîner qui a lieu, le cocktail, etc. Donc ça s'adresse à des sociétés, en fait, les loges. Et on m'a souvent demandé si j'avais une loge, mais je n'ai pas de loge et j'ai même pas de place réservée au stade. C'est-à-dire si je vais au stade, il faut que je paye. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Soyez gentil, parlez très fort. Si j'ai rencontré des problèmes avec les personnes civiles qui sont installées dans la zone. C'est-à-dire le public, les gens qui vivaient avec les personnes qui étaient sur la zone. Ah oui, ça c'est un problème sociologique. Oui, au moment où on a commencé à construire le stade, il y avait effectivement sur le secteur des gens qui étaient logés dans un habitat précaire, qui revenaient, qui étaient d'ailleurs très anciens. Il a fallu donc effectivement démolir certaines de ces constructions. Oui, il y a eu en effet des mouvements assez légitimes, je les comprends les gens, mais ils ont été relogés. Mais vous avez raison de poser cette question, elle est importante, oui. Mais bon, c'est sûr que si on avait été en race campagne dans les champs de betteraves, ce problème ne se serait pas posé. Mais là, vous avez raison, mais les gens ont été relogés. Je vous ai assommé de schémas. Ah, oui, pardon, oui. Fort, hein, si vous voulez. Oui. Autour du stade, non. Là, non. Il est dans le concours auquel les équipes ont participé, il était prévu qu'il fallait faire ce qu'on appelle un plan masse comportant le stade et le schéma d'un futur quartier. Le schéma, c'est ce que je vous ai montré. Concrètement, ça voulait dire où est-ce que, dans un terrain qui devait faire, je ne sais pas, 4-5 hectares, comment on organisera les futurs logements, bureaux, commerces, équipements. Donc nous, on s'est contenté à dire, on va créer une rue pour desservir le stade. On dit qu'il faudrait que ce soit plutôt les pignons de ces bâtiments
qui soit le long de cette rue. Et entre chaque bâtiment, on va créer un espace plutôt piétonnier et planté. Mais après, il y a eu des concours pour chacun des bâtiments de logements, de bureaux, d'équipements qui sont construits. Mais ces concours ont été lancés pratiquement avant la fin du chantier du stade. Et ce qui fait que le quartier nouveau s'est construit à peu près en même temps. Ça, c'était formidable. C'était formidable parce qu'on se disait, on crée un quartier, donc on amène des gens, une activité, un public peut-être, qui fait que cet espace, plutôt que d'être un lieu mort, disons, la moitié du temps, parce que les matchs de foot ne sont pas tous les jours, on va créer une animation, des gens qui vont être autour et des activités. Voilà. Et ce sont des différents architectes là, qui sont intervenus. D'ailleurs, nous n'avions aucune responsabilité concernant le choix des futurs architectes. Moi, je n'ai pas été associé à des jurys qui ont dit on prend tel projet ou tel projet ou tel projet. Ça s'est fait indépendamment. Oui, il y a... Oui. Je dirais, sur le plan architectural, je pense que cette idée d'un stade ouvert et qui donnait une image apaisée du sport, c'est un peu théorique, un peu philosophique, mais ça a été perçu quand même par le jury. Bien que le jury, je dois le dire, ça se sait, n'avait pas choisi notre projet en premier. Il y avait 2 projets qui étaient concurrents, dont l'autre était d'un grand architecte pour qui j'ai infiniment de respect. Mais à la suite de ça, donc le jury a dit voilà, il y a 2 projets qui sont possibles. Nous, on préférerait plutôt celui-là que celui-là, mais les 2 projets sont possibles. Après, les conseillers techniques qui sont intervenus après le jury ont dit bon, l'autre projet, il est intéressant, mais ça représente probablement un risque technique considérable, parce que lui, moi, quand je dis moi, enfin l'équipe de concepteurs, on faisait bouger 25 000 places, la couronne du bas, on la faisait se déplacer sur 18 mètres. L'autre projet faisait bouger tout le stade, c'est-à-dire 80 000 mètres qui se déplaçaient. C'était intellectuellement et techniquement imaginable, mais je pense que... Enfin, bref, les conseillers techniques ont dit ça nous paraît peut-être risqué. Voilà. Donc c'est à la fois des conseillers esthétiques, une vision apaisée du sport, l'image qui est assez séduisante, je crois, et puis ce problème que je viens d'évoquer. Voilà. Mais il faut savoir que l'une des entreprises qui est dans l'équipe dont j'ai parlé tout à l'heure était aussi sur l'autre projet. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les entreprises avaient demandé souvent à 2 équipes distinctes de participer. L'une des entreprises, des grandes entreprises françaises, était sur les 2 projets, le nôtre, le mien, et l'autre. Donc je veux dire par là que ce n'est pas uniquement des considérations, il faut prendre l'entreprise d'un tel ou l'entreprise d'un tel. Voilà, je crois que c'était un projet assez risqué, l'autre. Oui. Parlez plus fort. Oui. J'aimerais savoir quel a été votre projet préféré à réaliser. C'est quoi le stade de France? Mais ça, on pose toujours cette question. Alors, en boutade, je réponds c'est toujours le dernier. Parce que c'est embarrassant, parce que si je dis à un maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui finance, je préfère le projet de l'autre, il me dit bon, c'est dommage, alors donc celui que vous avez fait pour moi, il ne vous plaît pas. Mais, d'abord, je ne fais pas que des stades, j'ai construit des logements et des bureaux, je ne fais pas que des bâtiments exceptionnels, je fais des bâtiments plus courants. Il est vrai que c'est tout de même un peu plus passionnant d'étudier un hôpital ou un pont ou un stade ou des bâtiments universitaires. J'ai fait
à Strasbourg une faculté. C'est plus intéressant que de concevoir un immeuble de bureau, je dirais, un peu banal le long d'une rue. C'est ça ma réponse. Mais je mets autant je m'investis autant pour concevoir un immeuble de bureau ou de logement que pour concevoir un stade. Mais le programme est plus exaltant dans le cas d'un stade que d'un immeuble de bureau. Voilà. Oui. D'après vous, quelles sont les principales connaissances et compétences à maîtriser pour être architecte? Alors, ça aussi, c'est une question qu'on me pose souvent. Je l'ai amorcé tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin d'être des mathématiciens exceptionnels, mais il faut avoir un minimum de connaissances. Alors, j'ai un ami là avec qui nous étions ensemble au lycée Charlemagne. Lui a fait les grandes écoles où il faut être savant en mathématiques. Moi, la formation que j'ai, on disait, je crois que c'est même un peu excessif, on disait que c'est l'équivalent du concours d'entrée pour une des grandes écoles centrales, politiques ou d'autres. C'est pas vrai, c'était légèrement inférieur à ça. Mais quand même, il faut quand même, disons, une compétence minimum aux mathématiques. Ensuite, dans la vie, vous vous en servirez pas beaucoup. Pas beaucoup, parce qu'il y a des ingénieurs qui sont là pour nous épauler. Mais durant les études, d'abord parce qu'il y a des examens, donc il faut les passer, sinon vous n'arrivez pas au diplôme. Pour le dessin, je vous incite à savoir dessiner, même si maintenant les dessins se font par ordinateur, je vous incite à savoir dessiner, même si c'est maladroit, on vous apprendra. Et je vais faire une remarque là, et je vous inciterai aussi à regarder, à voir. Alors, pour expliquer ça, à un moment donné, je me suis occupé. Bon, j'étais professeur pendant de nombreuses années, en plus de mon travail d'architecte, et j'ai eu, en général, j'avais des étudiants de fin d'année, de fin de parcours. Mais pendant 2 ans, moi et mes d'autres confrères, j'ai eu des jeunes lycéens. Alors, ils arrivaient, la plupart du temps, ils ne connaissaient rien à l'architecture, mais ils avaient envie d'être architectes. Alors on disait, on va vous faire dessiner. Il y a une colonne là, une colonne corinthienne qui est dans la cour de l'école des Beaux-Arts. Vous allez la dessiner. Bon, monsieur, on ne sait pas dessiner, mais c'est pas grave. On est là pour vous aider, pour vous apprendre à voir. Et là, je vous explique l'anecdote. Je suis avec 25 étudiants à côté de moi, avec leur petit carnet à dessin, leur crayon, et ils dessinent la colonne qui fait à peu près 6 mètres de haut. Ils sont là, ils la dessinent. Certains à droite habilement, d'autres maladroitement. Sur les 25 étudiants, il y en avait au moins 7-8 qui dessinaient le dessus de la colonne. Vous voyez ce qu'on appelle le chapiteau, mais au-dessus, comme si c'était des oiseaux. Je leur dis, mais écoutez, vous ne pouvez pas voir le dessus du chapiteau. C'est pas possible. Vous êtes à 1,80 m de haut, le chapiteau il est à 6 mètres. Vous ne pouvez pas le voir, c'est pas possible. Ce que vous dessinez, c'est l'idée que vous vous faites d'une colonne et de son chapiteau, mais ce n'est pas ce que vous pouvez voir. Ça voulait dire qu'en fait, beaucoup d'entre nous, dont moi probablement, nous ne voyons pas. Nous projetons, nous imaginons, nous interprétons ce que nous avons sous nos yeux. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, ce que je souhaite au bout de cette conférence, c'est que vous appreniez à regarder les bâtiments que vous aimez ou que vous n'aimez pas, mais les regarder autrement qu'avec l'image que vous en avez. Ces jeunes gens qui dessinaient le dessus du chapiteau avec des petits oiseaux dessus, enfin ils ne mettaient pas les oiseaux, c'était pas possible, ils ne voyaient pas ça. Ils avaient plutôt une attitude de peintre, ce qui est autre chose. Un peintre, surtout actuellement, enfin, surtout disons, après au moment des impressionnistes, un peintre, il dessine pas forcément, il peint pas forcément ce qu'il a devant les yeux. Lui, au contraire, il répand sur une toile blanche des couleurs qui est l'interprétation qu'il a de l'espace devant lequel il se trouve. Mais nous, architectes, je vous demande, regardez d'abord, regardez.
ne projetez pas l'idée que vous avez de l'objet. Regardez-le. Après, vous aimez ou pas. Donc, il vaut mieux être un minimum de mathématiques quand même, ne serait-ce que pour passer les examens, et surtout dessiner à la main, même si les croquis sont maladroits. Dessiner, dessiner, dessiner. Oui, il y a... écoutez, je pense que la France s'est dotée là, ces 20 dernières années de beaucoup de stades. Je ne peux pas répondre précisément, mais je ne pense pas qu'on va en faire beaucoup de nouveaux. Parce que vous savez, Lille en a, et peut-être Strasbourg qui va se faire, Marseille en a, Lyon en a, Bordeaux en a, c'est tous des très beaux stades. Très beaux stades. Je ne pense pas. Enfin, en France, peut-être ailleurs en Europe. Non, la question des stades, c'est après, il faut les faire vivre. Et un stade, ça coûte cher à faire vivre. À entretenir, il faut le construire d'abord. Donc, il faut qu'on puisse rentabiliser l'investissement. Puis ensuite, il faut le faire vivre. Il y a des équipes qui s'en occupent. Et pour une commune, c'est pas ça. C'est pour ça que beaucoup de stades sont gérés par des organismes privés. Moi, je ne crois pas dans l'immédiat, mais vous pourrez faire autre chose. Peut-être que quand vous serez architecte, on en concevra de nouveau. On peut prendre encore 2 questions si vous voulez. La dernière question. Voilà. Bah écoutez, il y en a que j'aime moins. Oui, mais vous avez raison. Je crois, dans le temps on disait les médecins enterrent leurs erreurs, les architectes ils peuvent pas. Non, bon, non, il y a des bâtiments, il y a un bâtiment auquel je pense qui est un grand et un bon bâtiment, mais il y a une partie que j'aime pas beaucoup, si j'avais à la redessiner, je la ferais pas comme ça. Parce que ça nous arrive de se tromper. Non, ce qui est le plus difficile, c'est ce qu'en pensent les gens. Et là, je reviendrai. J'ai construit le recteur a dit l'hôpital européen Georges Pompidou. Il y a 2 remarques que j'entends. C'est les couloirs sont trop longs. Et c'est vrai, les couloirs sont longs. Mais sauf que le programme est tel qu'il fallait organiser le long d'un couloir les chambres. Et les chambres, et c'était bien, il était décidé que l'hôpital Georges Pompidou, 90% des chambres, c'est-à-dire des chambres à 1 lit. Sur le couloir, une chambre fait, je ne sais plus, je crois 4 mètres de large et 5 mètres de long à peu près. Donc si vous mettez un service à peu près 30 chambres, ça fait 15 et 15 de chaque côté. Si vous mettez 15 fois 4 mètres, ça fait 30, ça fait 60 mètres de long. Donc ça fait un couloir long. Si on décide de mettre des chambres à 2 lits, vous avez de chaque côté 7 chambres d'un côté et 8 de l'autre. Ça divise par 2. Ça, c'est... L'architecte, il ne peut rien. Lorsqu'on me dit, mais pourquoi vous avez fait que... vous avez mis que, je ne sais plus quoi, 4 salles d'opération. Je leur dis, mais attendez, mais c'est pas moi qui ai décidé qu'on mettait 4. Moi, si vous voulez en mettre 5, décidez d'en mettre 5. Ça, c'est les remarques, je dirais, négatives. Justifiées, mais négatives, mais qui n'ont pas de bon fait. Et les autres, je le dis, parce que ça me plaît, les rares fois où je vais à l'hôpital Georges Pompidou le faire visiter à des architectes qui viennent d'autres pays, presque tout le temps, je tombe sur quelqu'un qui me voit comme il y a du monde, il dit « Ah, vous êtes l'architecte ? Ah, il est bien, votre hôpital. » Et moi, je ne les sollicite pas, mais vraiment, presque chaque fois. Mais il y a toujours « Oui, mais alors, il fait trop chaud en été et froid en hiver. » Ils ont raison, mais ça, pour climatisation. Enfin, tout ça pour dire que c'est un métier où on est parfois gratifié, souvent critiqué, mais c'est un beau métier. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez travaillé avec des architectes connus
Non, on m'avait demandé à un moment donné, quand il y a eu le concours du stade, de travailler avec Bofill. J'ai dit, mais Bofill, c'est un type tellement célèbre, je n'ai pas envie de faire le concours avec lui, parce qu'il va tirer la couverture à lui. J'ai dit non. Alors, voilà. Vous savez, le métier d'architecte, c'est aussi un métier où on a un ego un peu surdimensionné. Donc, je préfère qu'on me regarde moi plutôt que regarder l'autre. Voilà. Voilà. Bon, donc on a fini. Alors, donc on va clore là les questions et nous vous remercions pour votre écoute.